Il y a à peu près 20 ans, quand je commençais ma carrière, j'ai été invité à un colloque à Paris. Le sujet du colloque ne nous intéresse pas aujourd'hui. Et j'ai regardé la liste des conférenciers, puis c'était des gens très éminents dans mon domaine. J'étais vraiment très honoré d'avoir été invité. Il y avait des gens d'Israël, il y avait des gens de Norvège, il y avait des gens des États-Unis, des gens d'un peu partout au monde. Et dans l'invitation, on nous disait, comme les gens viennent d'un peu partout, la langue du colloque à Paris sera l'anglais. Bon, je suis un bilingue, pas de problème. Je me présente, grand auditorium, peut-être 2 fois la taille de cet auditorium-ci, et il n'y a personne. La salle est vide. Et l'organisateur nous explique qu'il y a eu un boycott, que le mot s'est donné, qu'à Paris, il allait y avoir un colloque en anglais, et qu'au cœur de la francophonie, cela n'avait pas d'allure, et donc le mot s'était passé, très peu de gens étaient venus, malgré le fait qu'il y avait des sommités internationales qui s'étaient déplacées. 15 ans plus tard, je suis réinvité à Paris pour une série de séminaires et la même consigne. Il y a des gens qui viennent de partout. La langue de travail va être l'anglais. Salle comble. Hein. On passe de à peu près 1992 à 2005 et quelque chose s'est passé qui a fait que dans le même environnement intellectuel, dans le même pays, le fait qu'on se parle en anglais devient une banalité qui ne suscite absolument aucune réaction, du moins pas particulièrement importante. Alors, ça m'a amené à réfléchir à la question de savoir comment devrait-on réagir à un phénomène qui est omniprésent, c'est-à-dire le fait que dans toutes sortes de domaines, que ce soit en éducation, que ce soit dans la science, que ce soit dans la création, l'anglais est en train de devenir la langue universelle, à un rythme absolument effarant que je vais illustrer dans un instant. Alors, pour commencer, je voudrais vous présenter ce monsieur avec une belle barbe. Ce monsieur s'appelait Lazar Lévy Zamenhof. Lazar Lévy Zamenhof était un intellectuel du milieu du 19e siècle, début du 20e, qui vivait dans une ville qui est aujourd'hui en Pologne, mais qui, une de ces régions de la Pologne qui, à un moment donné, à tous les 20 ans, passait d'un empire à l'autre. Et donc, le résultat est qu'à Białystok, donc la ville dans laquelle il vivait, 4 langues se parlaient. Le yiddish, qui était la langue vernaculaire de la communauté juive très importante, l'allemand, le russe et le polonais. Białystok était une ville où les gens ne s'entendaient apparemment pas particulièrement bien. M. Zamenhof en est arrivé à la conclusion qu'une des raisons pour lesquelles ils ne s'entendaient pas bien était qu'ils ne parlaient pas la même langue. Et que s'ils avaient une langue commune, ils pourraient communiquer entre eux et régler leurs différends dans une langue qui serait en quelque sorte neutre. Hein? Il a donc inventé une langue qui s'appelle l'espéranto. L'espéranto, publié pour la première fois, la grammaire publiée pour la première fois dans un livre écrit par M. Zamenhof, mais sous un nom de plume, Docteur Espéranto, qui voulait dire Docteur Espoir. Hein? L'espéranto a eu une trajectoire intéressante dans l'histoire. En fait, l'espéranto est parlé par à peu près 5 à 10 millions de personnes aujourd'hui au monde, pas comme langue maternelle, évidemment. L'Académie des sciences de San Marino, de la principauté de San Marino, la langue officielle de l'Académie des sciences est l'espéranto. Et l'espéranto a été suffisamment un phénomène important pour que les totalitarismes du milieu du 20e siècle en aient tenu compte. Dans Mein Kampf de Hitler, on apprend que l'espéranto devait être absolument aboli parce que ça allait être la langue du complot juif universel, du complot juif international. La famille de Zamenhof est mort en 1917, mais sa famille a été exterminée par les nazis. Staline avait également fermé toutes les écoles d'espéranto. L'espéranto était parlé parmi un bon nombre d'anarchistes catalans pendant la guerre civile en Espagne. Et Franco en a donc tenu compte et a également aboli l'espéranto. Donc, M. Zamenhof, je vous le présente pour 2-3 minutes parce qu'il mérite d'être connu. C'est quelqu'un qui, une figure de l'histoire intellectuelle qu'on oublie, mais qui avait donc cet espoir d'une langue universelle. Bon, malgré le fait que, comme je vous le dis, il y a plus de monde qu'on pourrait le penser qui parle aujourd'hui l'espéranto, l'espéranto n'est pas la langue universelle. Si nous avons une langue universelle aujourd'hui, c'est plutôt la langue de ce monsieur qui, je pense, se passe probablement de présentation. Hein? C'est la langue de Shakespeare qui est devenue la langue dans laquelle on se parle à travers les frontières nationales, si on veut parler de commerce, si on veut parler de science, si on veut parler de toutes sortes de choses. Alors, pourquoi est-ce que l'anglais est devenu la langue dominante? Il y a toutes sortes de causes qui ont amené l'anglais, disons, au point de devenir la langue dominante. Mais il y a un mécanisme très simple qu'on peut très rapidement comprendre qui fait de sorte que d'année en année, l'anglais le devient encore davantage. Alors, une langue,
ça sert toutes sortes de fonctions, mais sa fonction principale, j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est de communiquer. Hein? Alors, il y a toutes sortes il y a des biens différents. Il y a certains biens qui sont des biens dont la valeur pour nous dépend de ce que peu de gens en aient. Hein? Si vous achetez une Porsche, c'est en partie parce que vous avez conduit rapidement dans une voiture confortable, mais c'est probablement aussi pour faire un peu m'as-tu vu. Hein? Si tout le monde demain avait une Porsche, il y aurait une partie de la valeur de votre Porsche qui serait ôtée par le fait que tout le monde en possède. Le langage, comme outil de communication, c'est le contraire. Si vous voulez faire partie d'un réseau de communication, c'est parce que vous voulez communiquer et, pourquoi pas, comme vous avez des idées géniales, communiquer avec autant de monde que possible. Si vous avez le choix entre ces trois réseaux, vous allez probablement choisir le troisième, qui vous permet de communiquer avec bien plus de monde que le premier ou le second. Si vous vous joignez à ce réseau, le réseau gagne encore plus de valeur qu'avant que vous y adhériez, ce qui fait que la personne qui passe après vous va le trouver encore plus attrayant qu'avant que vous ne l'adoptiez. On appelle ça des externalités positives de réseau, terme un peu technique qui veut dire tout simplement que plus on est de fous, plus on s'amuse. Plus il y a de personnes qui parlent une langue, plus elle gagne en puissance communicative et plus on a intérêt à s'en servir ou à l'apprendre à nos enfants, etc. Alors, on pourrait utiliser 37 000 exemples pour illustrer la puissance de l'anglais comme réseau de communication. J'en ai pris un au hasard. Est-ce qu'il y a des chimistes dans la pièce, des gens qui sont dans le domaine de la chimie? Bon, j'espérais qu'il n'y aurait personne parce que j'aurais pu vous dire n'importe quoi, mais si vous regardez, en fait c'est factuel, c'est vérifié, si vous regardez les Chemical Abstracts, c'est une publication qui, à toutes les semaines ou à tous les mois, je ne sais trop, publie tous les abstracts des expériences qui ont été faites en chimie dans le dernier mois. Bon, je vous rappelle que la chimie, le français par rapport à la chimie, c'est pas banal. Lavoisier, c'est un nom dont vous avez entendu parler. Donc, le français a quand même une histoire importante dans le domaine de la chimie. 65%, c'est le nombre d'abstracts dans les Chemical Abstracts publiés en anglais en 1980. 75%, le nombre d'abstracts publiés en anglais en 1990. 83%, c'est l'an 2000. Je n'ai pas les chiffres pour 2010-2012, mais il y a fort à parier que la tendance s'est maintenue. Multipliez ça par tous les domaines que nous connaissons, aussi bien dans le monde académique que dans le monde des affaires, et vous avez quelque chose comme une tendance lourde du monde moderne. Quand nous sommes locuteurs d'une langue qui n'est pas l'anglais, et qui est donc minoritaire par rapport à l'anglais, quelle attitude devons-nous avoir par rapport à cela? Et c'est à cette question-là que je me suis attardé. J'en suis arrivé à une conclusion que je voudrais au moins rendre plausible suffisamment pour que vous en discutiez dans cette salle. Vous pourriez imaginer qu'il y a trois attitudes différentes qu'on pourrait prendre. La résistance, d'un côté, la capitulation de l'autre et la coexistence dans le milieu. Je suis philosophe, Aristote, la règle du juste milieu. Les solutions mitoyennes sont souvent les meilleures, et c'est d'un peu de ça que je voudrais vous convaincre. Resistance is futile. Non seulement futile, mais probablement nous desservirait les sociétés dont les gens parlent une langue minoritaire comme langue maternelle. Il faut trouver une manière de coexister avec l'anglais. Ça, c'est la stratégie de l'autruche. J'ai trouvé une photo d'une autruche, je l'ai trouvée bonne. La stratégie de l'autruche consiste à se dire, ça ne se passe pas, on peut y résister, on peut continuer à faire comme avant 1980, lorsque, par exemple, le français était une langue tout à fait utile dans le domaine de la chimie. Je crois que c'est une solution qui desservira les sociétés dont les membres sont des locuteurs de langue minoritaires, premièrement pour des raisons tout à fait pragmatiques. Les chiffres que j'ai indiqués, par rapport à la chimie, vous pouvez les multiplier à l'infini à travers tous les domaines. Les gens, on dit parfois, voteront avec leurs pieds. Là, j'aurais envie de dire que les gens vont voter avec leur bouche. Ils vont aller vers l'anglais pour communiquer leurs résultats, pour communiquer entre eux, etc., dans toutes sortes de domaines, quoi que l'on fasse. Mais il y a un autre problème, qui est un problème de justice. Si on dit aux gens, écoutez, nous tenons à notre langue patriarcale, nous tenons à notre langue maternelle, et donc l'anglais, si vous en voulez, c'est à vous, en tant qu'individu, de vous arranger pour l'apprendre à vos enfants.
nous, en tant que société qui tient à notre langue, qui n'est pas l'anglais, on ne va pas faire grand-chose pour vous aider à l'acquérir. Il y a un problème de justice qui se pose. Si l'anglais a maintenant dans le monde, qu'on le veuille ou non, la place que je prétends que cette langue a, bien, il faut que nous nous assurions que cette langue soit distribuée de manière équitable, de manière juste. Les riches trouveront toujours un moyen de se doter des outils dont ils ont besoin pour approfondir le clivage qui les sépare des moins riches. Ils enverront leurs enfants à des camps, des colonies de vacances aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Ils embaucheront des tuteurs. Ils feront de sorte que leurs enfants soient dotés de cet outil remarquable de communication universelle qu'est l'anglais. Les gens qui ne disposent pas de ces moyens seront laissés pour compte. Il y a donc un enjeu de justice à ce que nos institutions éducatives, dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés anglophones, traitent l'anglais un peu comme nous traitons aujourd'hui les mathématiques. Hein? Si un enfant sortait de l'école ne connaissant pas les rudiments de la mathématique, bien, nous estimerions que cette école a desservi cet enfant. Et ce que je prétends, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous devrions penser la même chose de l'anglais. Un système scolaire qui n'apprendrait pas l'anglais correctement à ses enfants, quel que soit leur niveau socio-économique, serait une école qui desservirait ses enfants et une école qui ne servirait pas la cause de l'égalité des chances. Alors, je vous présente un autre personnage. Ce personnage, c'est Jean Laponce. Jean Laponce est un linguiste francophone qui a découvert des lois qu'il a appelées les lois de Laponce. C'est son droit, c'était ses lois. Hein, qui disent la chose suivante. Les langues peuvent s'entre-dévorer par la guerre et par le colonialisme. Un pays en colonise un autre et va dire au locuteur de cette langue que sa langue ne vaut rien et qu'il faut l'abandonner. C'est ce que nous avons vu partout autour du monde où le colonialisme a eu cours, que ce soit en Amérique du Nord, en Afrique, ailleurs. C'est une manière, donc, que les langues peuvent s'entre-dévorer. Mais elles peuvent aussi s'entre-dévorer par l'amour. Quand on est dans une salle où on ne veut pas se dominer, mais on veut communiquer, il y a une tendance toute naturelle pour que les gens aillent vers la langue qui est parlée par le plus grand nombre de gens dans la salle. Ce qui veut dire qu'on va aller vers la langue dominante, pas par haine, pas par guerre, mais par amour, parce qu'on a envie de parler ensemble. Donc, ce que je présente comme alternative pour nos sociétés, ce n'est pas sans risque. Il y a des risques à ce que l'anglais devienne une langue avec laquelle nous, locuteurs de langues plus petites, nous coopérons. Alors, comment faire face à ces risques? Bien, une manière, c'est d'établir la territorialité linguistique. Quand une langue a une assise institutionnelle sur un territoire, même si c'est sur un petit territoire, pensez aux petits pays européens, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, bien, les chances que cette langue résistera seront plus grandes. Il y a aussi le fait que notre langue maternelle, c'est une langue à laquelle nous nous identifions peut-être davantage qu'à cette langue instrumentale universelle qui est devenue l'anglais. Toutes sortes de stratégies individuelles, la langue que nous parlons à la maison par exemple, peuvent servir à ce que la tendance que j'ai identifiée tout à l'heure en parlant de M. Laponce soit résistée. Mais il y a aussi des stratégies institutionnelles. Nous pouvons organiser la société de manière à ce que certains domaines institutionnels importants soient réservés à la langue que nous voulons protéger des lois de Laponce. Nous pouvons faire de sorte, par exemple, que les relations entre l'État et les citoyens se fassent dans cette langue. Nous pouvons également subventionner les créateurs désireux de s'exprimer dans la langue patriarcale qui ne pourraient pas survivre si les simples lois du marché étaient celles qui dominaient et déterminaient leur capacité à atteindre un auditoire. En fait, les stratégies institutionnelles n'ont comme limite que les limites de la créativité institutionnelle humaine. Est-ce que cette solution, donc de diglossie, réservons des sphères différentes aux langues, donc coopérons entre l'anglais et les langues patriarcales, garantira que les langues minoritaires survivront? La réponse est non. Dans le domaine linguistique, aucune garantie. Quand on regarde l'évolution linguistique humaine, on se rend compte que la langue, en fait, est un phénomène vivant qui ne répond que partiellement au volontarisme politique et linguistique des humains. On dit que 7000 langues existent aujourd'hui à peu près autour du monde. Les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur le nombre exact.
et que d'ici la fin du siècle, 90% d'entre elles risquent de disparaître, ce qui nous laisserait à peu près 700 langues à la surface de la Terre. La raison la plus importante aujourd'hui qui contribue à la disparition des langues, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le colonialisme, c'est tout simplement le fait que les moyens de communication et les moyens de transport ont fait que les gens, autrefois isolés les uns des autres, entrent en contact, ont envie de communiquer et un important processus de convergence linguistique se fait, aussi bien autour de l'anglais qu'autour de langues dominantes régionales, l'espagnol. Bon. Alors, que penser de cette disparition des langues? Que penser de ce risque? Benjamin Worth, chercheur en linguistique du début du 20e siècle, si vous écoutez ce qu'il vous dit, c'est une catastrophe humaine que cette disparition des langues. Les langues, en fait, ne sont pas que des instruments, selon Benjamin Worth, ce sont des manières différentes d'appréhender le monde. Le cerveau d'un francophone, selon cette vision des choses, fonctionnerait différemment que le cerveau d'un hispanophone ou que d'un mandarinophone, etc. Nous avons des répertoires conceptuels dans les langues qui nous font voir le monde différemment. Chaque fois qu'une langue meurt, selon cette hypothèse, c'est une manière de voir le monde qui disparaît. On pensait que cette vision des choses était probablement celle à retenir jusqu'à ce que ce monsieur, que vous reconnaissez probablement, professeur Noam Chomsky du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, nous dise « Attention, hein, il y a des structures profondément ancrées dans l'appareil cognitif humain qui fonctionnent de manière identique à travers toutes les langues. Il y a une capacité linguistique universelle. Qui a raison entre Worth et Chomsky? Encore une fois, il me reste 1 minute et 23, donc je ne vais pas répondre à la question de manière décisive aujourd'hui. L'aristotélisme dont j'ai fait état tout à l'heure, la vérité est probablement dans le milieu entre les extrêmes, nous font penser qu'au terme des recherches, nous allons probablement arriver à une position un peu intermédiaire entre celle de Worth, chaque langue unique et irremplaçable, et celle de Chomsky, qui mène à une thèse de l'intertraduisibilité des langues. Mais il est certain qu'en quelque part, quelles que soient leurs autres fonctions, hein, les langues sont des outils. Et les êtres humains choisiront les outils dont ils ont besoin en fonction des tâches qu'ils ont à accomplir. Et ces tâches changent à mesure que notre technologie change. Technologie de communication, technologie de transport, toutes sortes de tâches auxquelles nous avons envie de mettre notre capacité instrumentale à contribution. Il y a donc une limite pour cette simple raison au volontarisme politique que nous pouvons vouloir exercer sur les langues. Si vous aviez dit, il y a 2000 ans, à un empereur romain, que le latin, qui était à l'époque la langue dominante au monde, deviendrait une langue morte, il vous aurait ri à la figure et il vous aurait ensuite probablement crucifié. Est-ce qu'on parlera encore le français au Québec dans 5000 ans? Est-ce que l'anglais sera encore la langue dominante à l'échelle internationale dans 5000 ans? Je n'en sais rien, vous n'en savez rien. Ce dont j'ai voulu essayer de vous convaincre, c'est qu'entre le volontarisme qui nous fait penser que nous pouvons contrôler entièrement notre destin linguistique et le fatalisme qui nous fait penser que arrivera ce qui arrivera, on n'y peut rien, il y a un juste milieu, celui de la coopération. Tentons de prendre ce qu'il y a de bon dans cet outil remarquable qui est devenu l'anglais pour la communication universelle et tentons de le rendre compatible avec le maintien de nos langues nationales minoritaires. Merci beaucoup.